Petite présentation pour notre public qui peut-être ne vous connaît pas. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques. Vous enseignez à l'IUT d'Évry-Val-d'Essonne et à l'Université Montpellier 1. Vous êtes chercheur au Centre d'études des politiques économiques de l'Université d'Évry. Vos travaux portent sur les transports urbains, l'économie de l'environnement et de l'énergie, et plus particulièrement ce qui nous intéresse ce soir, l'économie des médias. Vous êtes également co-animateur d'Acrimed, l'association française de critique des médias, et auteur notamment de Au nom de la démocratie, votez bien, coédité par Agon et Acrimed. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, et on vous retrouve juste après pour une séance d'échange. Merci. Bon, ben, merci. Alors c'est pas vraiment une fake news, mais j'enseigne plus à Évry, donc je suis toujours maintenant sur Montpellier. Donc c'est une ancienne ligne du curriculum vitae qui maintenant a été modifiée. Donc juste peut-être une chose pour débuter. Acrimed, certaines d'entre vous connaissent, mais je vais quand même... C'est le topo habituel. En tant que co-animateur d'Acrimed, je suis obligé de représenter Acrimed pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Acrimed, c'est l'acronyme de Action Critique Média. C'est une association qui est un observatoire des médias et qui fait de la critique des médias. Alors, quand est-ce qu'est né Acrimed? Acrimed est né en milieu d'année 1996, au lendemain des grèves de décembre 1995 et du traitement médiatique qui en avait été fait. Les mobilisations sociales contre le plan Juppé de transformation de la sécurité sociale avaient été très fortes à cette époque, et il y avait eu beaucoup de médias qui étaient montés au créneau pour soutenir le plan Juppé et pour taper sur les grévistes et les manifestants, les syndicats, etc. Donc à ce moment-là est née l'association Acrimed. Notre mode d'expression principal, c'est notre site, très simple, www.acrimed.org. Nous sommes à peu près 1500 adhérents, pas 1500 adhérents actifs, 1500 adhérents, des personnes actives qui font régulièrement des articles. C'est plutôt quelques dizaines, une trentaine maximum, voilà, à faire des articles, de l'observation des médias. Nous observons les médias, le fonctionnement des médias. Nous nous intéressons à la gestion des médias. Qui possède les médias? Vous connaissez certainement cette carte du monde diplomatique, ce qu'on a appelé à un moment donné la carte du parti de la presse et de l'argent, que nous reprenons régulièrement sur le site d'Acrimed, puisque l'un des membres d'Acrimed est l'un des co-auteurs de cette carte, Jérémy Fabre. Et cette carte vous montre quel média appartient, qui est le propriétaire de tel ou tel média, tel groupe de presse, etc. Voilà, cette carte est souvent actualisée, elle devrait l'être chaque semaine parce que l'univers des médias se transforme chaque semaine. Mais bon, voilà, on ne peut pas l'actualiser tout le temps. On attend chaque rentrée scolaire à peu près ou chaque début d'année pour le faire. Donc voilà, Acrimed, c'est ça, de l'observation des médias, des articles quasi quotidiennement sur notre site, un magazine Média Critique qui est un trimestriel, vous pouvez l'acheter ou le commander sur le site, vous abonner. Et puis, autre mode d'expression, des conférences, des débats, ici, un peu partout en France, presque chaque semaine aussi, l'un d'entre nous fait un débat ou une conférence avec les Amis du Monde Diplo, mais pas que. Ça peut être organisé par des médias alternatifs, des syndicats, des partis politiques plutôt de gauche. Voilà pour la présentation générale de ce qu'est Acrimed. Ensuite, moi, on m'a demandé de venir parler ici de fake news, des fausses nouvelles. Alors, des fake news, on en a depuis longtemps, depuis que la presse existe.
Et je vais essayer d'aborder ce sujet sans dire des choses que l'on a déjà pu entendre par ailleurs, même si je serai obligé de revenir là-dessus par moment, et reprendre, je vais reprendre un petit peu certains éléments aussi en lien avec l'actualité. Du coup, certains éléments ont été ajoutés dans ma présentation très récemment. Alors d'abord, les questions, ou la question principale que l'on peut se poser, c'est comment les médias se servent des informations qui leur sont transmises, quelles sont les retombées symboliques pour ces médias, et quel est le rapport qu'ils entretiennent avec leurs sources. Parce que s'il y a des mauvaises informations, des fausses informations, c'est qu'il y a un problème de lien entre ce qui est transmis et la source initiale. Mais l'actualité, d'abord, et c'est pour ça que je parle de la source de l'information, l'actualité m'amène à dire quelques mots sur le cas de Julian Assange. Assange, si vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur de Wikileaks. Wikileaks qui a révélé un petit peu au monde entier des grandes affaires sur lesquelles je vais revenir. Et Julian Assange est en prison à Londres. Et s'il est extradé vers les États-Unis, il risque des prisons à perpétuité. On parle de 175 ans. Vous savez, aux États-Unis, c'est comme ça, on additionne les peines. 175 ans de prison. Alors, je ne reviens pas de manière approfondie, parce que ce n'est pas le but de mon intervention sur le travail de Wikileaks, donc, qui ont révélé au monde entier des crimes de guerre, des intrigues géopolitiques et surtout des stratégies d'espionnage de grande ampleur. Je ne reviens pas non plus sur ses conditions de vie, à lui, Assange, parce que finalement, il symbolise quelque chose, mais le personnage en tant que tel, ce n'est pas ce qui va m'intéresser ici. Donc ses conditions de vie, ses conditions de survie, même si évidemment il a pris des risques et qu'il risque de le payer de sa vie, évidemment. Je ne reviens pas non plus sur toutes ces révélations de Wikileaks qui, c'est important de le dire, ces révélations ont nourri pendant plus d'une décennie, on va dire du milieu des années 2000 jusqu'à 2010-2015 à peu près, qui ont nourri pendant plus d'une décennie donc les colonnes des principaux journaux occidentaux. Je pense au Monde en France, mais ça va être le Washington Post aux États-Unis, ça va être le Guardian en Grande-Bretagne, donc des journaux que l'on classe comme étant des journaux sérieux, qui ont repris toutes ces informations, quelques-unes pour vous donner les plus connues. Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, la guerre en Irak a fait environ 110 000 morts irakiens sur cette période, dont 66 000 civils, et les troupes américaines ont livré plusieurs milliers d'Irakiens à des centres de détention pratiquant la torture. Ça, ce sont des révélations Wikileaks à partir de données trouvées auprès de la CIA. D'accord ? Deuxième révélation importante, dans le camp de Guantanamo, donc vous savez sur l'île de Cuba, plus de 150 innocents, mais c'est un territoire qui appartient aux États-Unis, 150 innocents d'origine afghane et pakistanaise ont été détenus pendant des années. Et 3 présidents français, ça c'est une information qui nous concerne quand même, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont été espionnés et mis sur écoute par la NSA, National Security Agency, pendant tout leur mandat, enfin pas pour Chirac, mais au moins pour Sarkozy et Hollande. Eh bien, il y en a plein d'autres comme ça de révélations. Ces révélations sont des faits réels, objectifs, puisqu'ils proviennent des donneurs d'ordre directement de la CIA ou de la NSA. C'est juste un travail de hacker, de pirate informatique qui a permis d'avoir ces révélations-là. Et ces informations-là, qui sont des faits réels, objectifs, ont été repris comme étant des vraies informations, et ce sont des vraies informations par les grands médias. Ce ne sont pas des fake news. Ce ne sont pas des fake news comme celle, par exemple, à propos d'Assange, diffusée par le très sérieux The Guardian en Grande-Bretagne. En effet, le quotidien, qu'on classe plutôt à gauche sur l'échiquier politique en Grande-Bretagne, ce qui n'en fait pas un journal marxiste, hein, à gauche en Grande-Bretagne, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais quand même, qui est plutôt classé à gauche, et dont le travail aux côtés d'un lanceur d'alerte, et notamment aux côtés d'Edward Snowden, avait toujours été irréprochable. Eh bien, le Guardian s'est fait le relais d'une rumeur, donc d'une fake news.
Je vous donne la rumeur telle qu'elle avait été faite. Elle a été faite, ça date d'1 an à peu près, même pas 8 mois. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, aurait visité secrètement Assange à 3 reprises à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Assange était cloîtré dans l'ambassade d'Équateur parce que c'était le seul endroit où il était en liberté, mais il était en liberté cloîtré dans une ambassade, donc ce n'est pas une véritable liberté. Et le Guardian dit que Paul Manafort serait allé voir à 3 reprises Julian Assange et que de là découleraient finalement les révélations de Wikileaks montrant que la Russie aurait interféré sur les élections présidentielle américaine. C'est la thèse de cet article. Les faits sont troubles, l'affaire est vaseuse, et elle est rapidement démentie d'ailleurs. Preuve à l'appui par les 2 intéressés, Assange et Manafort, et le quotidien ensuite britannique, vous savez, c'est quand même l'endroit à ce moment-là, l'ambassade d'Équateur, le plus surveillé au monde. C'est-à-dire qu'on guette l'éventuelle sortie d'Assange pour pouvoir l'arrêter. Donc, on peut facilement savoir qui est entré dans l'ambassade, qui en est sorti. C'est facile à savoir, et évidemment, aucune preuve, finalement, factuelle n'a été apportée sur l'entrée et la sortie de Paul Manafort. Donc, en plus, eux deux vont démentir ces rencontres. Le quotidien britannique, rétropédale, propose une version plus évasive de son article initial sur son site internet. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que la rumeur a déjà fait des petits. Parce que les médias, la presse française, une partie, pas toute la presse française, parce que ce n'est pas non plus une affaire qui va passionner les journalistes français, mais une partie de la presse française, de la presse internationale, va reprendre cette rumeur. Et parfois même, l'emploi du conditionnel va disparaître. Par exemple, dans l'Obs, Manafort, le directeur de campagne de Trump, a rencontré secrètement Assange. Voilà. Alors que cette rencontre n'a jamais eu lieu. Mais il l'a rencontré selon l'Obs. Voilà, tout cela, c'est cette petite histoire autour d'Assange, des sources d'informations, etc., m'amène au sujet du jour, les fake news, justement. Alors, on nous dit, elles pullulent sur les réseaux sociaux, sur les médias alternatifs. Ce sont les chefferies éditoriales, les hommes politiques, les femmes politiques, les patrons des grands médias qui disent « les réseaux sociaux, méfiez-vous-en ». Et certainement, il y a des rumeurs délirantes qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Par exemple, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'effet Pac-Man qui est développé par les platistes. Alors l'effet Pac-Man, c'est quoi? Les platistes, c'est les gens qui croient que la Terre est plate. Et quand on leur dit « mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout ?» Ils disent « mais c'est l'effet Pac-Man », c'est-à-dire qu'on sort et hop, on revient de l'autre côté. C'est l'effet Pac-Man. Et donc là, il y a des thèses qui se développent là-dessus, il y a des rassemblements, des sites Internet qui développent ça. Donc oui, il y a des fake news sur les réseaux sociaux, sur Internet, là-dessus, il n'y a pas de doute. On pourrait même parler des multiples complots mettant en scène la CIA, Israël, etc. On trouve de tout sur Internet, on le sait. Mais les médias traditionnels, dominants, les médias sérieux, ne sont pas, eux aussi, exempts de reproches. Et sans revenir sur les grandes propagandes justifiant des interventions militaires occidentales, on peut chaque jour, ou presque, trouver un exemple de fake news dans un média dominant, sérieux, en France. Alors, les grandes propagandes justifiant des interventions militaires occidentales, vous savez, il y a un livre qui a été fait, au départ, c'était par Serge Halimi et Dominique Vidal, et qui ensuite, donc moi j'y ai mis aussi ma petite contribution, Henri Mahler aussi d'Acrimed y a mis sa contribution, etc. C'est un livre qui a des chapitres supplémentaires à chaque intervention militaire, c'est L'opinion, ça se travaille, un livre édité chez Agone, qui parle du Kosovo, qui parle d'intervention militaire en Afghanistan, en Irak, la deuxième guerre du Golfe qu'on a appelée comme ça, l'intervention militaire en Libye, etc. Ça, ce sont des exemples vraiment de propagande, parfois propagande occidentale, justifiant une intervention militaire. Je vais juste prendre l'affaire la plus ancienne, enfin la plus ancienne, on va dire, de l'univers
de la critique des médias, c'est-à-dire qu'évidemment, ça remonte à la Première Guerre mondiale et certainement même avant, mais celle qui nous marque, nous, quand on fait de la critique des médias, souvent c'est celle-ci. C'est l'affaire des couveuses du Koweït. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou peut-être certains ne connaissent pas cette histoire, c'est que le 14 octobre 1990, il y a eu un faux témoignage qui a été fait pour justifier l'intervention militaire des États-Unis en Irak. Et ce témoignage, eh bien, qu'est-ce qu'il disait, ce témoignage? Il disait que des atrocités avaient été commises contre des nouveau-nés koweïtiens. Et la personne qui avait fait ce témoignage, en fait, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, et elle-même, bien plus tard, dira qu'elle a menti, qu'elle a fait ça parce qu'on lui a mis la pression pour qu'elle le fasse. Et tout cela a justifié une intervention militaire en Irak. Je peux parler de la deuxième intervention militaire avec les armes de destruction massive. Rappelez-vous quand même, à l'ONU, on nous montrait des fioles nous disant qu'on avait la preuve irréfutable qu'il y avait des armes de destruction massive. Et pourtant, il n'y en avait pas. Et là aussi, les médias occidentaux, alors pas forcément les médias français, puisque la position de la France était différente, mais les médias aux États-Unis ont soutenu une intervention militaire en Irak. On a comme ça plein d'exemples, mais ces exemples, c'est comme les feuilles mortes en automne, elles se ramassent à la pelle. On va prendre une journée au hasard, si vous voulez. Moi, quand j'ai travaillé là-dessus, j'avais pris le 12 février 2019. Alors c'était au moment du mouvement des Gilets jaunes. Alors ce mouvement, même s'il a duré longtemps, c'était une période où c'était assez tendu, on va dire, surtout dans la presse et dans les médias. Le 12 février 2019, c'est un mardi. Le journal de 8 heures de France Inter est présenté par Laurence Thomas, et il annonce en premier titre, je cite, « La hausse spectaculaire des actes antisémites en France, plus 74% en 2018 ». Et elle énumère ces actes, le portrait de Simone Veil barré d'une croix gammée, avec un tag juif écrit en lettres jaunes sur la vitrine d'un restaurant à Paris, ou encore l'arbre en mémoire d'Iliane Halimi scié dans l'Essonne, etc., etc. Puis elle enchaîne sans sourciller, je la cite, « À l'heure d'Internet, au mouvement des Gilets jaunes, des universités aux cités de banlieue, le phénomène s'étend et prospère. » Donc résumons, Internet, Gilets jaunes, universités, cités des banlieues. Et donc un reportage va tenter de justifier ce lien. Premier reportage, donc je cite, « Des insultes, des menaces, des tags, des graffitis, mais aussi des agressions physiques ou des homicides. 541 actes antisémites ont été recensés l'an passé dans notre pays. » Bien sûr, ça fait froid, mais pour l'instant, on ne voit pas encore le lien avec... c'est froid dans le dos, mais on ne voit pas le lien avec les gilets jaunes. Et tenez-vous bien, la source annoncée sera tout ce qu'il y a de plus officiel. Je cite, « Cette haine anti-juive de plus en plus décomplexée et insidieuse semble se banaliser. Elle s'est même accentuée ces dernières semaines avec le mouvement des Gilets jaunes selon le gouvernement. » Ah, si le gouvernement le dit, alors on va certainement avoir des informations fiables. Et pourtant, le ministre qui dit ça, qui dénonce grosso modo l'antisémitisme comme une attaque contre la République, n'ira pas plus loin. Le terme « gilet jaune » n'est même pas prononcé par le ministre. Il n'y a pas de démonstration. Alors, je continue. Parfois, les choses d'ailleurs sont assez signées, continue un autre ministre. Quand sur le portrait de Simone Veil, vous avez des croix gammées, je crois qu'il n'y a pas tellement beaucoup de doutes sur les auteurs de ce type de pratique. Aucun doute, en effet. Aucun doute. L'extrême droite n'est pas à son premier fait d'armes, bien sûr. Mais les gilets jaunes dans tout ça. Laurence Thomas reprend l'antenne. Haine des Juifs, haine de la démocratie. Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, on enregistre plus de 80 dégradations de permanence parlementaire. Notons que les dégradations en question n'ont rien d'antisémite. Ce sont des dégradations de permanence parlementaire. On peut condamner ou pas ces dégradations-là. Il n'est pas question d'antisémitisme. C'est donc à présent un reportage, toujours dans ce journal de France Inter,
Je cite l'annonce du reportage, le début du reportage. Dans ce petit village breton de Calanel, pardon pour la prononciation, dans les Côtes d'Armor, à une demi-heure de route de Mautreffe, où la maison de Richard Ferrand a failli être incendiée, les 230 habitants se sont réveillés dimanche matin avec des séries de tags injurieux sur fond de revendications politiques. Là, c'est à l'auditeur de faire le rapprochement. Où il y a de la revendication politique, ben forcément, il doit y avoir de l'antisémitisme pas loin. Et notre éminente reportrice nous guide dans cette réflexion. ISF, RIC, référendum d'initiative citoyenne, élus tous pourris, collabo, La République en marche égale corruption. Delphine Evenou a méticuleusement relevé tous les tags et les énumère un à un, appuyé par un témoin de choix, le maire du village en personne. Mais aucun tag n'est antisémite. Aucun tag ne fait référence aux Juifs. Le reportage continue. Je cite, « Au bout de la rue, deux hommes, plutôt silencieux, ils ont leur petite idée sur les taggeurs, nous déclare-t-elle. L'un d'eux, moi je vois ça plutôt du côté des gilets jaunes. Inutile d'en dire plus, la démonstration est faite, l'étau se resserre sur le coupable. » Et le reportage se termine. Donc nul besoin d'étayer. Gilets jaunes égale tag, tag égale haine de la démocratie, donc égale haine des Juifs. Donc gilets jaunes égale antisémitisme. À aucun moment une preuve a été faite que les gilets jaunes, du moins dans ces reportages, du moins dans ce qui est dit ici, étaient antisémites, ou que les tags étaient antisémites puisqu'ils ne l'étaient pas. Pourtant, c'est une fake news, c'est une fausse information, somme toute finalement anecdotique, puisque ça n'a pas bouleversé l'histoire de l'humanité, mais il n'empêche qu'on fait passer des messages de cette façon-là, alors qu'à aucun moment, il n'y a une preuve d'antisémitisme. J'ai un autre exemple. Le même jour, le 12 février, donc si vous voulez des fake news, vous restez devant vos médias, vous écoutez la radio un peu France Inter, vous regardez le soir un peu TF1, vous avez grosso modo la même chose. Dans le JT de 20h, qui est regardé quand même par plus de 6 millions de téléspectateurs, on a d'abord en premier lieu une phrase d'introduction de l'animateur, du présentateur, je ne veux pas dire le journaliste quand même, Julien Arnaud, qui trouve utile de rappeler que les Français n'aiment pas le changement, on le dit souvent, eh bien c'est vrai, et de lancer son reportage. L'idée durant le reportage est simple comme une publicité. Je cite donc ce qui est dit dans le reportage. Les Français changent 3 fois moins souvent les contrats de la vie quotidienne, téléphone, assurance, électricité, que les autres Européens. Bon, c'est la passion de TF1, ça s'intéresse à ça, pourquoi pas. Et pourtant, quand on change, on peut faire de très grosses économies. Alors comment s'y prendre? Ce n'est pas si compliqué, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Ça, c'est l'annonce du reportage. On y démontre alors comment réaliser une économie potentielle d'environ 50 € en agrégeant les réductions sur les factures d'économie, d'assurance, maison et Internet grâce à, entre guillemets, jechange.fr, c'est le nom d'un site Internet, qui propose d'aider les Français dans les démarches de renégociation de ces contrats. Jechange.fr est une start-up créée par, retenez juste le nom parce que je vais le redire après, Gaël Duval, qui est très proche d'Emmanuel Macron. Ensuite, on voit Clémence dans le reportage, cliente très satisfaite par la société présentée, pour qui étudier ses factures est devenu un rituel. Mais qui est Clémence? En fait, c'est la sœur de l'épouse de Gaël Duval. Autrement dit, la belle-sœur de Gaël Duval, le patron de la start-up jechange.fr. Donc on a ainsi un reportage d'excellente qualité où on interviewe un patron avec sa belle-sœur, qui sa belle-sœur dit « Ah oui, c'est super ce que fait le patron ». Bon, ben voilà. Alors, c'est une fake news. Pourquoi c'est une fake news? Peut-être que l'information est justifiée, peut-être que jechange.fr vous permet d'économiser de temps en temps quelques euros à la fin du mois. Mais c'est une fake news parce qu'on ne nous donne pas toute l'information. C'est ça aussi une fake news. C'est d'avoir qu'une partie de l'information. D'accord ? Alors, pourquoi on s'intéresse aux fake news? Pourquoi parler des fake news? En réalité, c'est pour parler du travail des journalistes. C'est ça qui nous intéresse. Finalement, que sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que la Terre elle est plate, mais que ces gens n'aient pas de valeur scientifique, enfin de valeur de position scientifique marquée,
que ces personnes-là ne soient pas des journalistes. Bon, ben finalement, c'est comme ça. Il faut s'en méfier, tout simplement. Mais des journalistes ne sont pas censés diffuser des fausses informations. Ce n'est pas leur métier de diffuser des fausses informations. Donc, intéressons-nous aux journalistes et au travail des journalistes, aux conditions de travail des journalistes et surtout, finalement, à la responsabilité des journalistes eux-mêmes. Et la plupart des journalistes, et nous à Acrimed, quand je vous ai dit qu'il y avait presque 1500 adhérents, parmi les 1500, il y a beaucoup de journalistes, hein, donc je ne tape pas sur des ennemis ici. Je parle de gens qui sont adhérents à Acrimed et qui sont d'accord avec ce que je vais dire. Donc la plupart des journalistes qui essayent de faire leur métier, tant bien que mal, selon les conditions, selon les médias, dans une tendance, ou dans des médias plutôt qui ont une fâcheuse tendance à se ressembler, à se copier, à tomber sur la surenchère, dans la surenchère, eh bien, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser vraiment à leurs responsabilités. Alors, je pourrais revenir ici sur la misère du journalisme régional qui produit une information locale de piètre qualité. Vous avez un quotidien régional, parfois 2 quotidiens, et il suffit de mettre les unes à la suite des autres pour voir que ce travail-là, qui n'est pas le fait de Christophe Barbier, de David Pujadas, etc., qui est le fait finalement de rédacteur en chef dans un journal, et qui n'est pas donc une star du journalisme, une star des médias, eh bien, ce travail-là nuit au métier de journaliste, nuit à la qualité que l'on pourrait attendre du travail de journaliste. Je pourrais revenir sur la folie du journalisme dans la course-poursuite après les attentats contre Charlie Hebdo, la couverture médiatique des chaînes d'infos en continu, après les attentats de Charlie Hebdo, après les attentats du Bataclan, les unes de la presse au lendemain de la mort des ravisseurs, etc., etc. Je pourrais revenir sur ça, sur ce travail-là. Je pourrais revenir aussi sur l'indigence du journalisme lors, rappelez-vous, de la couverture de l'affaire DSK à New York et la tweetomania délirante qui a occupé les journalistes politiques devenus, pour l'occasion, des véritables nombrils électroniques. Le comble a été atteint par cette journaliste de iTélé, à l'époque CNews s'appelait iTélé, qui n'avait pas pu accéder à New York à la salle d'audience et qui nous lisait en direct, le téléphone portable à la main, les tweets de l'un de ses confrères qui, lui, avait pu rentrer dans la salle d'audience, parmi lesquels ce tweet-là, je cite le tweet, l'intégralité du tweet, donc en direct sur iTélé, DSK s'est tourné vers Anne Sinclair. Fin du tweet. Donc merci pour l'information. Donc on pourrait revenir sur toutes ces affaires et on s'étendrait longuement. Les médias, on le sait, les grands médias traditionnels se ressemblent, les médias se copient, les médias font la course pour produire une information plus vite que les autres. Et les journalistes qui y participent, qui y contribuent, eh bien, parfois aussi tombent dans le panneau, se trompent. Nous avons tous en mémoire les errements journalistiques lors des conflits armés. On en a parlé au Kosovo, par exemple. Au début, on annonçait quand même plus de 100 000 morts dans des charniers. En Irak, les armes de destruction massive, j'en ai parlé. Plus récemment, ça a maintenant 5 ans, en Ukraine, etc. Nous n'avons pas oublié non plus, par exemple, l'affaire d'Outreau ou l'affaire du RERD. Alors celle-ci est peut-être un peu moins connue, mais c'est pour montrer un autre exemple de fake news avec un emballement médiatique extraordinaire. C'était l'été 2004, je crois. Oui, 2004, c'est ça. Une femme se fait agresser dans le RERD. Elle est enceinte, elle est juive, et on tague sur son ventre une croix gammée. Donc c'est terrible. Les médias s'emballent, les médias dénoncent un acte odieux, et si c'est le cas, c'est un acte odieux, évidemment. Le président de la République, Jacques Chirac, va prendre la parole, va condamner l'antisémitisme, etc., etc. L'affaire va vraiment exploser, c'est-à-dire que pendant 3 jours ou 2 jours et demi, on va parler que de ça, et puis le rapport de police tombe. Il faut bien attendre quelques minutes, hein, le rapport de police tombe,
Mais en fait, c'était une mythomane. C'est elle-même qui s'est taguée la croix gammée sur le ventre, etc. etc. Donc là, rétropédalage des médias. Ah oui, mais non, mais c'est pas nous. On nous a dit ça, donc forcément, on l'a répété. Et puis c'est Chirac quand même a pris la parole, donc c'est sa faute aussi, etc. Donc, et puis certains vont même aller dire, oui, mais ça aurait pu arriver. Donc on a bien fait de condamner quelque chose qui aurait pu arriver. Plus récemment, le traitement médiatique de l'invasion de l'hôpital de la Salpêtrière par des gilets jaunes, rappelez-vous, ou encore plus récemment, la prétendue arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à Glasgow, avec chaque fois un emballement médiatique. Alors si ce sont des histoires qui vous intéressent, Acrimed, pour tous ces exemples que je donne, a fait des articles, retrace, j'allais dire, la chronologie des faits. Alors la chronologie des faits médiatiques, hein, pas des faits divers. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment les médias ont parlé de ces histoires, ont parlé de ces affaires. Donc on retrace tout ça avec toujours à la fin, ce qui nous intéresse, c'est, si vous voulez, c'est un peu le post-scriptum de ces affaires. C'est comment, après coup, les médias réagissent. Les journalistes qui se sont trompés réagissent. Disent « Ah ben oui, mais on s'est trompé ». Alors ça arrive, et tant mieux que certains journalistes reconnaissent leurs erreurs, reconnaissent leur emballement, tout cela, et c'est très bien. Mais très souvent, si certains journalistes ponctuellement le font, les médias globalement ne font pas cette autocritique-là, ne font pas cette autocritique a posteriori. Et puis, quand de telles couvertures se reproduisent, de telles couvertures médiatiques se reproduisent pour répéter les mêmes erreurs, les mêmes rumeurs, les mêmes mensonges, donc les mêmes fake news, cela montre bien que les médias et puis que les journalistes qui y travaillent ne retiennent pas les leçons. Dans tous ces exemples, il n'y a pas que des animateurs vedettes, des éditorialistes vedettes, des commentateurs vedettes qui sont impliqués. Non, non, non. Il y a aussi alors des directeurs de journaux, des rédacteurs en chef qui prennent une décision, mais aussi des journalistes lambda, inconnus, parfois des pigistes, des reporters, des photographes, des journalistes inconnus, des reporters inconnus, des photographes inconnus, qui ont toutes les excuses du monde, attention, qui ont toutes les excuses du monde à faire mal leur travail, qui ont toutes les raisons du monde à vouloir avoir un salaire à la fin du mois. C'est normal. Mais la pression subie, la précarité réelle de ces journalistes-là ne doivent pas faire oublier que les journalistes ont une part de responsabilité dans la formation des esprits, dans la diffusion de la culture, dans la diffusion du savoir, dans la diffusion des connaissances, au même titre finalement qu'un enseignant à la faculté ou dans un lycée ou ailleurs, ou qu'un intellectuel connu ou pas forcément connu. Et cette responsabilité, elle mérite une exigence sans faille. Alors, tout cela nous amène, à mon avis, au dernier point. Faut-il évaluer les médias? Faut-il les observer? Oui, Acrimed le fait. Faut-il les critiquer? Oui, Acrimed le fait. Mais faut-il les évaluer? Et là, je souhaiterais, et c'est tout récent, puisque ça a quelques jours, je souhaiterais revenir sur une affaire qui concerne Acrimed directement, et reprendre en substance quelque chose que l'on vient de publier, il y a, je vous dis, à peine une semaine. Il y a quelques semaines, NewsGuard, alors vous ne connaissez pas, moi j'ai découvert ça aussi à ce moment-là, qui est une entreprise qui s'est auto-investie de l'arbitrage des élégances journalistiques et qui, si vous voulez, c'est une version américaine en réalité de Decodex. Vous savez, sur le site du Monde, vous avez Decodex qui décode les bons et les mauvais médias, qui évaluent. Alors, NewsGuard, depuis mai dernier, non pas les médias, mais les sites d'information français, et qui reprend le même principe d'attribution de pastille verte, c'est un média fiable, un site fiable, pastille rouge, c'est un média dont il faut se méfier. Et donc, nous avons été contactés, on nous a posé quelques questions, au début on a commencé à répondre, puis on s'est rendu compte que c'était un peu n'importe quoi, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça pose une question, ça, la création de Decodex, la création de ces médias qui veulent
évaluer d'autres médias, etc. Nous, on a coupé court avec NewsGuard. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est que la première, c'est la légitimité de la démarche, quoi, finalement. Qui est le mieux placé pour donner des notes, donner des pastilles que NewsGuard, que nous-mêmes, que Le Monde, que TF1, etc. Au nom de quoi une entreprise de presse se permet-elle d'évaluer les autres entreprises de presse? Quel intérêt ou valeur peut avoir son classement? NewsGuard a beau se parer d'objectivité, de scientificité, en prétendant attribuer ses notes à travers, je cite, 9 critères de crédibilité, de transparence. La plupart des journaux d'information générale qu'il a jugés fiables, ou des sites d'information générale qu'il a jugés fiables, ont sombré dans le naufrage médiatique, par exemple, du traitement de l'affaire de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Plein. Un naufrage qui montre bien l'inanité des systèmes de notation de type des Codex du Monde ou de NewsGuard. Alors, le premier critère, d'ailleurs, de NewsGuard, qui est noté sur 22 points, concerne la non-diffusion régulière de contenus erronés. Ce genre de dérapage, revenant de manière récurrente, on l'a vu tout à l'heure avec les exemples que je vous donne, à chaque fait divers crapoteux, faisant l'objet chaque fois d'une course au scoop, cela interroge. Gageons qu'avec les mêmes critères, Acrimed ne donnerait pas les mêmes notes aux journaux dotés d'une étiquette verte. De plus, les 9 critères nous paraissent directement discutables. Les critères tels que, par exemple, le statut des journalistes dans les rédactions ou l'indépendance des rédactions par rapport aux actionnaires sont totalement absents. Alors que pour nous, il nous semble que de s'interroger sur le statut des journalistes dans la rédaction, s'interroger sur la dépendance des médias à l'égard des actionnaires, c'est important quand même sur l'information qui peut en sortir. Autre point, le poids de la publicité dans le financement du média, c'est un critère important, mais ça n'apparaît pas ici chez NewsGuard. Et pour terminer là-dessus, Acrimed ne veut rien avoir à faire, c'est pour ça qu'on a coupé court aux discussions, avec une entreprise qui compte parmi les membres de son conseil consultatif, le général Michael Hayden, ancien directeur de la CIA et de la NSA, et Anders Fogh Rasmussen, pardon pour la prononciation, ex-premier ministre du Danemark et ex-secrétaire général de l'OTAN, ainsi que dans ce conseil-là, plusieurs membres, anciens membres des administrations, Bush et Obama. Acrimed ne veut rien avoir à faire avec une entreprise en lien avec Microsoft, que nous considérons nous-mêmes d'ailleurs comme une entreprise nuisible à combattre, au même titre que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Nous sommes très attachés à la neutralité du net, et le fait que NewsGuard ait passé un accord avec Microsoft pour qu'un plugin on dit, de son application soit installé par défaut sur le navigateur Edge de Microsoft, est pour nous une atteinte en soi à cette neutralité. Enfin, Acrimed ne veut rien avoir à faire avec une entreprise où figure parmi les principaux actionnaires le groupe publicitaire français Publicis, ce qui place indéniablement NewsGuard en situation de conflit d'intérêts. Donc, évidemment, en définitive, nous, ce que l'on pense, c'est que les lecteurs sont assez grands pour eux-mêmes évaluer les médias. À force de lire, de s'informer, de regarder, etc., il est inutile d'avoir quelques médias qui s'octroient le droit de mettre des pastilles rouges, oranges ou vertes sur les sites Internet ou sur les médias qui existent. Les lecteurs peuvent, par exemple, évidemment, s'appuyer sur les travaux d'Acrimed, mais nous ne sommes plus les seuls s'appuyer sur les travaux d'Acrimed pour s'éduquer sur les médias, sur le fonctionnement du journalisme. Il y a Acrimed, évidemment, il y a les travaux du Monde diplomatique. Il y avait, il y a quelques années encore, un journal qui s'appelait le Plan B, PLPL, le Plan B, qui n'existe plus. Et puis, vous avez, ça et là, des médias alternatifs qui font
de la critique des médias. J'ouvre une petite parenthèse sur les médias alternatifs. Les médias alternatifs, en soi, faire un média alternatif, c'est déjà faire de la critique des médias. C'est dire que les médias dominants ne nous conviennent plus. Donc on crée un nouveau média, indépendant, d'actionnaires industriels ou de groupes médiatiques, indépendant de la publicité. On crée ce média-là, indépendant de partis politiques, indépendant de l'État, et on essaye d'aborder une nouvelle forme de travail de l'information, de faire une nouvelle forme d'information. En soi, déjà, même si on ne parle pas des médias dans ce média alternatif, le fait de faire un média alternatif, c'est de la critique des médias. Alors, pour nous, la concentration des médias entre les mains d'une poignée de milliardaires, et je vous renvoie à cette carte dont j'ai parlé au début, qui se soucient d'ailleurs davantage, non pas de gagner de l'argent avec les médias qu'ils possèdent, mais qui se soucient davantage d'acheter de l'influence, d'accord ? Pour nous, cette concentration-là, c'est ça le cœur du vrai problème. C'est la gestion des médias. À qui appartiennent ces médias? Et finalement, pourquoi est-ce que Rothschild a acheté au début, plus maintenant, il ne l'a plus, mais pourquoi Rothschild au début a racheté Libération? Quel était son intérêt économique? Pourquoi Drahi a racheté Libération? Quel était son intérêt financier? Il n'y en a pas. Libération est un journal qui perd de l'argent, qui est voué à disparaître. Donc aucun intérêt, aucun profit, si ce n'est des profits symboliques ou des moyens d'acheter de l'influence. Parce qu'avec un journal, à qui on s'adresse? On ne s'adresse pas au peuple, ce n'est pas avec Libération qu'on s'adresse au peuple, c'est avec Le Monde qu'on s'adresse au peuple, au plus grand nombre. D'accord? Avec un journal, eh bien, on s'adresse à ceux qui lisent ce journal. Et qui lit ce journal? Eh bien, ce sont des gens qui peuvent influencer d'autres gens. Ce sont les hommes politiques, ce sont les patrons, parce qu'en général, ce sont les cadres supérieurs qui lisent la presse, etc., etc. Donc ce sont ces gens-là que l'on veut toucher quand on est propriétaire d'un journal. Ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le peuple, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour conclure, et peut-être j'ai fait un peu plus court que prévu, mais on aura l'occasion de discuter, je pense, assez longuement autour de ces questions. Pour conclure, j'aimerais revenir sur le cas de Julian Assange, par qui j'ai commencé. À travers lui, à travers Julian Assange, puis à travers aussi les lanceurs d'alerte. Alors là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Julian Assange, ce n'est pas un lanceur d'alerte. Alors, il l'est par la définition qu'on va en donner, mais ce n'est pas qu'un lanceur d'alerte, si vous voulez. Edward Snowden, c'était un lanceur d'alerte. Edward Snowden, c'est quelqu'un qui travaillait pour les services secrets américains et qui a décidé de révéler des choses à des journalistes sur ce qui se passait dans son entreprise. Et comme ça, des lanceurs d'alerte, vous en avez plein. Des gens qui travaillent dans des banques, qui se rendent compte de quelque chose de scandaleux dans la banque, le révèlent aux médias. C'est ça, un lanceur d'alerte. Julian Assange, il ne travaillait pas pour la CIA, la NSA. Non, pas du tout. Julian Assange, c'est un hacker. C'est quelqu'un qui fait du piratage, si vous voulez. Et qui, comme ça, a créé son média, Wikileaks, qui ensuite a été repris, les informations de Wikileaks ont été reprises par les grands médias traditionnels. Donc lui, il n'est pas lanceur d'alerte dans le sens où il a sacrifié sa carrière, et c'est courageux pour Snowden et les autres de le faire, sacrifier sa carrière professionnelle. Il n'avait pas de carrière professionnelle installée dans un grand groupe, dans une grande puissance ou dans un grand ministère. Donc Julian, je ferme la parenthèse. Donc à travers Assange, les lanceurs d'alerte aussi, ce sont les conditions d'existence même de ces lanceurs d'alerte qui sont en jeu aujourd'hui, leurs conditions d'expression qui sont toujours contraintes, et leur protection contre les poursuites, les persécutions. Snowden, aujourd'hui, il vit à Moscou, il ne peut pas quitter la Russie, alors qu'il vous a quand même révélé à tous que quand vous ouvrez votre ordinateur, la petite caméra qui est dessus, eh bien, la NSA peut, elle ne va pas le faire forcément, hein, mais la NSA peut vous regarder. Et il l'a révélé, bon, il y a un film, alors c'est un peu romancé, mais le film d'Oliver Stone, Snowden, qui vous raconte plutôt bien cette histoire. Donc, leurs conditions d'expression, toujours restreintes, leur protection, toujours restreinte, leur persécution, toujours importante.
accepter cette situation, accepter le fait que Assange risque aujourd'hui, ce sera en février qu'on le saura, risque d'être extradé vers les États-Unis, accepter cela et laisser faire, les laisser vivre ainsi aussi, revient à accepter qu'un pays seul, les États-Unis, puisse dicter à ses alliés et au monde entier quelles sont les bonnes et les mauvaises informations. Parce que je rappelle encore une fois ce que je disais au début, Chirac, Sarkozy, Hollande ont été espionnés par la NSA. Ça aurait dû couper court à certaines relations, mais non. Tous ces lanceurs d'alerte ont-ils eu raison de révéler au monde les systèmes d'espionnage intrusifs, mondialisés, mis en place par les États-Unis, les comptes détaillés, pour d'autres, lanceurs d'alerte, les comptes détaillés des grandes entreprises implantés dans les paradis fiscaux, pour d'autres encore, les crimes des guerres non punis, etc. Est-ce qu'ils ont eu raison de le faire? Ben oui, ils ont eu raison. Et les médias, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont repris ces histoires, ont-ils eu raison de relayer ces informations? Oui, aussi, ils ont raison. Et les faire taire, ces lanceurs d'alerte, ces médias parfois courageux, ne nous empêchera pas, à nous, Acrimed, de les soutenir, et je pense que le monde diplomatique est tout à fait d'accord là-dessus, puisque je reprends certains propos de Serge Halimi ici, ça ne nous empêchera pas de les soutenir, bien au contraire, et nous devons rester toujours vigilants. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre intervention. Un micro va circuler parmi le public. Je vous demanderai juste de vous manifester distinctement, comme c'est le cas, monsieur, pour que je puisse vous repérer et que le micro puisse circuler facilement. Ça va être celui-ci, oui. Je crois qu'il n'est pas allumé. Oui, il n'est pas allumé, Béatrice. C'est pas grave. Je vous le passe en attendant. Oui, voilà. La question est très simple. Acrimed, ce soir, en fait, fait une conférence avec Denis Robert, et la question porte sur Denis Robert. Est-ce que Denis Robert est un journaliste qui aurait dû normalement vérifier 3 fois son information avant de publier, ou est-ce que c'est un lanceur d'alerte? Et deuxième question, pour quelle raison Denis Robert a été lâché par Mediapart, Le Monde, Libération, etc. Merci. On peut peut-être, je sais pas, on prend plusieurs questions ou... Non, on va les faire. Une par une, d'accord. Oui, Ok. Bah, oui, ce soir, alors je vous parle à la Bourse du Travail à Paris. Comme je vous disais, nos moyens d'expression à Acrimed, c'est ces conférences. Donc ce soir, en ce moment, il y a un jeudi d'Acrimed. Hein, c'est grosso modo un par mois en dehors de l'été, donc une dizaine par an ou 9-10 par an. Donc aujourd'hui, il y a Denis Robert qui est invité, avec Julie Cédel aussi, pour parler en gros du travail des journalistes. Où va le journalisme aujourd'hui, et Denis Robert, il a été courageux, notamment sur l'affaire Clearstream. Alors, ça remonte à 2006, 2007, ces histoires-là. Il avait révélé à la France entière bien les implications de certains hommes politiques, alors je ne suis pas spécialiste du dossier, hein, certains hommes politiques avec des comptes en Luxembourg, etc., de forme d'évasion fiscale, et puis il n'avait pas été soutenu, c'est très important de le dire, vous l'avez rappelé, par Le Monde, dont le directeur de la rédaction était Edoui Plenel à cette époque. Et ça a valu quelques années plus tard, d'ailleurs un article d'Acrimed que je vous conseille vivement, alors je ne sais plus l'exact titre, mais c'est les trous de mémoire d'Edoui Plenel, concernant justement le cas de Denis Robert, puisque Plenel, alors je sais, même à Acrimed, je ne me fais pas toujours des amis quand je dis ça, mais je le pense sincèrement, Plenel, vous savez, c'est un trotskiste, mais qui a des méthodes parfois staliniennes, c'est-à-dire qu'il efface certaines choses de son passé. Et il a, notamment sur cette affaire, il dit qu'il a soutenu Denis Robert du temps où il était au Journal du Monde,
Alors que factuellement, et on l'a démontré, il ne soutient pas, il n'a pas soutenu Denis Robert, au contraire, il a même plutôt enfoncé Denis Robert durant cette affaire. Donc voilà, Denis Robert, je pense que c'est quelqu'un qui fait dans l'ensemble plutôt bien son travail. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste non plus de Denis Robert. On l'invite aussi parce que il s'est intéressé à beaucoup de choses sur le fonctionnement des médias. C'est pas que des révélations sur les paradis fiscaux qu'il a fait. C'est aussi s'est intéressé aux médias, à différentes formes de médias. Je pense, par exemple, il a fait un très beau livre sur l'histoire de Charlie Hebdo qui s'appelle Mohican, avec je crois que la couverture, je crois que c'est Cavana et Choron ensemble. Et donc c'est un livre sur une presse, une certaine presse qui a eu toute une histoire, et puis sur comment ce journal a évolué, a été transformé par l'arrivée de Philippe Val, etc. Donc c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'univers des médias et qui maintenant dirige le média, visible sur Internet. Alors à mon avis, c'était pas son premier métier, de diriger un média. C'était peut-être pas son objectif au début. C'est plutôt quelqu'un qui fait des enquêtes, des reportages, un homme de terrain. Je ne sais pas comment ça se passe aux médias. Moi, je trouve que depuis quelque temps, le peu que je peux en voir, c'est que c'est plutôt de la bonne qualité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, c'est un journaliste. C'est un journaliste, il a une carte de presse. Un lanceur d'alerte, à mon avis, c'est quelqu'un qui révèle des choses sur l'univers dans lequel il vit. C'est quelqu'un qui va aller vers les journalistes, justement. Edward Snowden, c'est un lanceur d'alerte. Il révèle aux journalistes du Guardian, je crois d'ailleurs, d'abord, bien ce qui se passe à la CIA, à la NSA plus exactement. Il le révèle. Donc c'est ça un lanceur d'alerte. Moi j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer un lanceur d'alerte, je ne me rappelle plus son nom, qui travaille dans une banque. Donc souvent les lanceurs d'alerte, c'est pas forcément au départ des alliés de gauche. Snowden c'était plutôt un républicain dans l'échiquier politique aux États-Unis. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand il votait, enfin lui-même le disait, qu'il votait plutôt républicain avant. C'est pas notre univers. C'est des gens qui travaillent dans la banque, qui travaillent dans la finance, qui travaillent dans les services secrets, etc., et qui se rendent compte de certaines choses qui les choquent. Et donc, ils vont les révéler à des journalistes. Et des journalistes, ça va être, pourquoi pas, Denis Robert. Merci. Est-ce que vous avez des exemples de lanceurs d'alerte qui lancent des fake news? Parce que, évidemment, ça peut exister. On peut très bien imaginer quelqu'un qui a des comptes à régler à l'intérieur de sa propre entreprise et qui balance des fake news. Donc, il balance vers des journalistes qui reprennent l'information. Est-ce que les journalistes, c'est un peu une deuxième question, est-ce que les journalistes ont le temps, l'énergie et la capacité de vérifier toutes les informations qu'on leur donne? Alors, je répondrai à votre première question. Non, je ne connais pas d'histoire comme ça, mais peut-être que ça existait. Mais à ma connaissance, non. Pour répondre sur la deuxième question, nous intéresse plus, c'est est-ce que les journalistes ont le temps de faire ce travail-là? Et non, ils n'ont pas le temps. Alors, certains journalistes dans certains médias, de manière isolée, etc., ont le temps. Mais les médias de masse, tels qu'on les voit, tels qu'on peut les consommer, parce que c'est des médias qu'on consomme comme d'autres produits finalement maintenant, non, les journalistes qui travaillent dans ces médias-là, non. Pourquoi? Parce qu'il faut faire vite, court, plus vite et plus court que les autres. Ce qui a transformé, je pense, l'univers des médias, c'est nos smartphones. Parce qu'avec nos smartphones, on est informé en temps réel de tout. Moi-même, pour venir ici en voiture, j'avais l'information en temps réel de la circulation. On m'a fait prendre une petite rue qui m'a fait contourner un bouchon à l'entrée d'Aix, etc. Donc c'est une information en temps réel, c'est super. Mais on a toutes les informations en temps réel. C'est pour ça que les quotidiens, vous savez, le journal quotidien, à une époque, c'était
Eh bien, c'était l'information du jour. Voilà. Aujourd'hui, l'information du jour, non, c'est l'information de la minute. J'allais dire de l'heure, mais non, de la minute. On est informé au fur et à mesure. Voilà. Je crois que c'est Le Monde qui a annoncé récemment que Bernard Tapie était mort. Ou enfin un journal, et puis c'est le site du Monde. Voilà. On fait une annonce, et puis bon, voilà, c'est une information pour aller plus vite que les autres. Pourquoi le faire tant qu'on n'est pas sûr à 100%, finalement? Quel est l'intérêt de le faire? Pour être le premier. Quitte à faire des fausses nouvelles, quitte à faire des fake news. C'est le problème. C'est la volonté de faire plus vite que les autres. Et comme les médias ont de moins en moins de moyens, vous savez que je crois que TF1 n'a plus qu'un correspondant à l'étranger. Il est à Washington, 2 correspondants, un à Washington et un à Bruxelles. Donc quand on va sur TF1 vous parler de l'Afrique, on ne peut pas vous parler de l'Afrique sur TF1, en fait. Parce qu'il n'y a pas de correspondant. Alors, exceptionnellement, on peut faire un envoyé spécial. Mais voilà. Et les médias ont de moins en moins de moyens attribués vers les journalistes, vers le travail de journalistes. Regardez les chaînes d'information en continu. Le nom, c'est information en continu. Donc, il faut de l'information. Mais est-ce que c'est des chaînes d'information en continu? C'est plutôt des chaînes de débat en continu. C'est des chaînes où on voit, ça coûte rien de faire venir, en plus, souvent c'est des invités, des chroniqueurs, ça coûte le prix d'un chroniqueur. Il vient sur un plateau et il débat, et c'est de la surenchère, du buzz, on voit ce que ça donne. Et c'est ça toute la journée sur LCI, sur CNews, sur BFM. Et donc, les moyens pour les journalistes pour faire du travail d'enquête sont trop faibles. Et donc, les moyens de vérification sont trop faibles également. Oui, je voudrais revenir sur Julian Assange et puis parler à l'occasion de Chelsea Manning et de notre camarade en Russie. Là. Je crois que ce qui est évident, c'est qu'il s'agit de donner un avertissement aux lanceurs d'alerte de façon générale, c'est-à-dire les faire taire. Parce que bon, ce qu'ils font maintenant n'a plus aucun intérêt. Enfin, je ne dis pas que Wikileaks ne publie plus rien, mais je veux dire, grosso modo, la vague est passée. Et donc, il ne représente plus un danger, de fait. Donc, il s'agit bien d'une politique destinée à punir et à prévenir, autrement dit, à bien dire aux éventuels autres lanceurs d'alerte qui, eux, seraient infiniment plus virulents au regard de l'actualité, qui, surtout, s'il y a une chose à faire, c'est qu'ils la ferment. Ensuite, s'agissant de Snowden, le lâchage dont il a fait l'objet par l'ensemble des grands médias, je crois que c'est en partie lié, en partie seulement. Ou dire Assange. Assange, pardon, autant pour moi. C'est lié à ce qui en a été dit par ailleurs relativement à la campagne d'Hillary Clinton, qui avait le soutien de tous nos grands médias. Enfin, peut-être le Figaro trouvait-il à redire, mais je n'en suis pas certain. De sorte que, et j'ai encore entendu récemment Stiglitz à Thinkerview, plutôt tendance démocrate, hein, pour le dire vite, lâcher Snowden en ligne, quoi. Assange en ligne. Et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, Assange a permis à Trump de gagner les élections. Alors, sans jamais nous rappeler ce qu'Assange avait révélé sur Hillary, ses mails, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Moi, j'ai cru comprendre que c'était ses liens avec Wall Street et compagnie qui avaient été mis en évidence. Et là, bizarrement, ça ne les intéresse plus. Donc voilà, je crois que sur tout ça, alors, il y a toujours les informations qu'on publie, puis l'utilisation qui en est faite. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que l'affaire Fillon est quand même particulièrement bien tombée. Pour permettre à qui vous savez d'accéder au pouvoir. Et bizarrement, après, il n'y avait plus d'urgence à traiter le cas Fillon. Il n'est toujours pas traité, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, sur Assange, oui, au début, je voulais le mettre, puis je ne l'ai pas mis, parce que, bon, voilà, on ne peut pas tout parler de tout, mais c'est vrai qu'il y avait eu un article de Serge Halimi dans Le Monde diplomatique sur ça, sur le fait que
quand Assange avait révélé les 110 000 morts, enfin Assange et Wikileaks avaient révélé les 110 000 morts en Irak, ça avait été repris, etc., avec enthousiasme. Mais quand Wikileaks a repris les informations concernant les mails d'Hillary Clinton, les mails aussi incitant à faire barrage aux candidats plus à gauche d'Hillary Clinton, etc., ça avait été repris par les médias. Ça avait été repris par Le Monde, etc. Mais après coup, en effet, on est tombé sur Assange en disant ben oui, mais finalement, vous avez favorisé la victoire de Trump en décrédibilisant Hillary Clinton. Alors que finalement, ce qu'a fait Assange, c'est simplement, Assange et Wikileaks ont fait, c'est simplement de révéler des faits. Alors, c'est des mails professionnels, hein, c'était pas les mails perso d'Hillary Clinton, c'était pas ces histoires de couple ou je ne sais quoi qui étaient révélées dans ces mails. Hein. C'était simplement comment on mettait en scène sa relation avec Wall Street notamment. La deuxième partie de la question, d'ailleurs c'est ce sur quoi je voulais plus répondre, mais je ne me rappelle plus. C'était quoi ? Ah oui, sur l'affaire Fillon, oui. Mais l'affaire Fillon, mais ça c'est très intéressant. Alors tout à l'heure j'ai un peu tapé sur Plenel, mais c'est aussi le fonctionnement des médias d'enquête comme ça, comme le Canard enchaîné, comme Mediapart, qui font plus de la révélation parfois que de l'investigation. Pourquoi finalement sortir cette affaire à ce moment-là dans Mediapart? Pourquoi sortir certaines affaires dans le Canard enchaîné à ce moment-là, alors que c'est des histoires que l'on connaît depuis 6 mois, 1 an, etc. C'est politique. C'est politique. C'est parce qu'à ce moment-là, je pense qu'au sein de Mediapart, on se dit, eh bien, c'est le bon moment pour le sortir. Au sein de Canard enchaîné aussi, on dit, c'est le bon moment pour le sortir. Parce que ces journaux, ces médias ont pour ennemi, on va dire, la droite du gouvernement, quelles qu'en soient les conséquences. Et voilà, donc ça pose des problèmes. C'est pourquoi sortir les affaires qu'à certains moments et pas à d'autres. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez là-dessus. D'autres questions ? Vous qui êtes Juste une question. Vous qui êtes universitaire, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe des études qui approfondissent davantage le phénomène des fake news, sur notamment l'impact, la réception que ça peut avoir auprès du public ? Alors là-dessus, il y a des travaux qui sont faits. Alors aux États-Unis, on a beaucoup plus travaillé sur la réception de l'information, pas que des fake news d'ailleurs, hein, sur la réception des informations. Et alors, les résultats de ces études, mais qui datent déjà des années 90, puis 2000, montrent que les publics les plus influençables, ce sont ceux qui consomment le plus les médias, parce qu'ils sont consommateurs actifs. C'est-à-dire que un lecteur du Monde diplomatique, moi je suis lecteur du Monde diplomatique, et certainement beaucoup ici sont lecteurs du Monde diplomatique, vont être beaucoup plus influencés par le Monde diplomatique, parce qu'ils sont abonnés, parce qu'ils sont membres des Amis du Monde diplomatique, etc., que par TF1, parce que finalement TF1, on le regarde de manière passive, etc. Donc on ne va pas être influencé par TF1, mais on va être influencé par le Monde diplomatique, parce que c'est notre média. Donc, moi, souvent, je prends un rebrousse-poil les gens dans la salle. Souvent, on a quand même des milieux plutôt de gauche, et parfois des milieux enseignants. Moi-même, je suis enseignant. Et quand je dis, les enseignants, ils écoutent plutôt France Inter que RMC, plutôt Télérama que Le Point, plutôt Lucky, oui, mais plutôt Libération que Le Figaro. Donc ces fonctionnaires-là, ces enseignants-là, ils sont influençables. Ils sont influençables par France Inter, par Télérama, parce qu'ils sont abonnés, par Libération, parce qu'ils l'achètent, ça coûte 2 €, ou peut-être un peu plus maintenant, je ne sais plus. Et qu'il y a une démarche active. Et quand il y a une démarche active, eh bien, on est influencé. Quand il y a une démarche passive, je ne dis pas qu'on ne l'est pas, mais on l'est moins. Et il y a des moments de l'histoire récentes, en politique, et justement, ça me permet de faire le lien avec le livre publié récemment aux éditions Agone et Acrimed sur les élections présidentielles,
au nom de la démocratie, votez bien. Dans ce livre, je reviens sur des périodes d'élection, et ça nous fait penser, par exemple, au référendum de 2005, au référendum sur le traité constitutionnel en 2005. La plupart des médias, pour ne pas dire tous les médias, soutenaient le oui. Pourtant, c'est le non qui l'a emporté. Donc, les spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, eh bien, n'ont pas été influencés dans leurs décisions politiques. Je peux remonter plus loin. En 1995, les médias de masse, TF1, ou les médias, on va dire, de la haute bourgeoisie française, Le Monde, ont soutenu Édouard Balladur, massivement. Pourtant, Balladur n'a même pas accédé au second tour de l'élection présidentielle. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup pour les élections. Donc, quel est le pouvoir d'influence des médias? Il n'est pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, il n'est pas systématique. Les médias ne font pas systématiquement une élection. Les médias contribuent surtout à délimiter un cadre, à tracer un périmètre dans lequel il faut discuter. Ce périmètre, c'est pour ou contre le voile. Voilà. Et dans ce cadre, on va discuter du voile. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais on est dans ce cadre. Alors, et donc les médias, c'est ça leur vrai pouvoir, c'est non pas de dire ce qu'il faut penser, mais de dire ce à quoi il faut penser. De quoi est-ce que l'on doit parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit parler de ça. Après, là-dessus, même si on vous dit oui, 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 vous allez peut-être dire non, mais vous aurez répondu à la question. Parce qu'on vous a dit qu'il fallait répondre à cette question. Et c'est ça, je pense, le vrai pouvoir des médias. Et pour répondre après de manière plus générale, puis de manière plus concrète sur la question juste des fake news et de l'influence des fake news, là, on se retrouve dans une situation, depuis une dizaine d'années en France, où l'esprit critique, parfois à tort, mais souvent à raison, s'est développé chez les citoyens, chez les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, que quand je dis parfois à tort, c'est que parfois même on va voir se développer des théories complotistes, etc., qui vont systématiquement remettre en cause parfois des choses qui s'avèrent être vraies. Et c'est ça le danger. Mais pourquoi est-ce que cela se produit? C'est parce qu'il y a eu tellement de fake news, tellement de désinformation ou de déformation de la vérité ou des faits, que les spectateurs, auditeurs, etc., ont de moins en moins confiance dans les médias traditionnels. Je dis parfois à tort, parce que des fois il y a des choses vraies, heureusement, mais souvent à raison. Il y avait monsieur... Oui, Bonsoir. Vous êtes à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il y a tous les ans une manifestation très intéressante, qui est la manifestation organisée par le Cercle des économistes, qui rassemble dans ce qu'on appelle le petit Davos provençal, tout ce que le libéralisme compte de ministres, de PDG. Il s'intéresse beaucoup aux fake news. Lors de la dernière édition, dont le thème était « Comment renouer avec la confiance », il y avait 5 ou 6 conférences là-dessus. Et c'est en ligne, tout ça, on peut le lire, l'écouter. Et moi, j'ai été surpris de constater que ce qui les terrorise, c'est pas tellement les attentats à la vérité, mais c'est les attentats à la réputation. Moi, j'ai entendu un des intervenants qui expliquait, par exemple, que des puissances étrangères inondaient les sites des hôtels d'opinions négatives pour faire chuter le PIB de la France. Voilà. Bon, dans la déclaration finale du Cercle des économistes, il y a 2 propositions qui ont été avancées. La première proposition, c'est l'interdiction de l'anonymat sur Internet. L'étudiante qui a proposé ça a eu un prix cette année du Cercle des économistes. Et la deuxième proposition, c'est la création d'une instance de fact-checking, sans dire, bien entendu, si c'était privé ou public. Mais bon, on peut imaginer quand même que ce serait plutôt privé, parce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose de public, c'est évidemment du fact-checking qu'il y a derrière, quoi. Quand on parle des États de l'Europe de l'Est, par exemple, c'est forcément eux qui font du fact-checking. Donc on peut penser que c'est plutôt une instance privée, mais on ne sait pas tellement laquelle, et ils ne font pas référence à celle qui existe déjà. Donc j'aimerais avoir votre opinion sur ces 2 points.
l'interdiction de l'anonymat sur Internet et la création d'une instance privée de fact-checking. Sur la première, en tant qu'Acrimed, nous on est pour la neutralité du net et donc pour le maintien de l'anonymat, évidemment. Y a pas de, voilà, je ne peux pas après vous en dire plus. Je trouve que c'est un peu absurde d'imaginer ça aujourd'hui. Plus précisément ensuite sur le fact-checking, pendant l'intervention, enfin dans la dernière partie, je vous ai parlé de NewsGuard, donc ce site internet qui donne des pastilles vertes, rouges, oranges, et qui finalement reviendrait à faire un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire non pas évaluer les médias, mais évaluer les informations dans les médias. Ça existe, hein, c'est Libération, qui est le site de Libération qui fait ces check news, là, on pose une question, puis on vérifie si c'est vrai ou si c'est pas vrai, etc. Parfois il y a des choses bien, parfois il y a des choses pas bien. Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, une bonne décennie, c'est que les médias font de la critique des médias. Alors c'est pas la critique radicale comme celle que l'on fait nous à Acrimed, mais c'est déjà un premier pas en se disant que on s'intéresse à l'information telle qu'elle est produite. C'est-à-dire que l'information, les médias en tant que tels, ça devient un sujet d'information. Le fait que l'on parle de l'information, c'est un sujet d'information. Avant, quand Acrimed parlait des médias, on disait mais non, mais c'est pas ça l'information. L'information, mais même au sein de la gauche, au sein à Attaque, etc., quand on disait il faut que vous vous appropriez aussi cette question des médias, on disait mais non, ce qui compte c'est la mondialisation, ce qui compte c'est les retraites, ce qui compte c'est l'éducation, mais les médias, l'information, c'est pas une question politique. Donc nous, on a toujours voulu politiser la question des médias, faire en sorte que ce soit une question politique au même titre que les autres sujets. Et là, le fait que certains médias fassent comme Libération, du check news, enfin du fact-checking, pourquoi pas? Je trouve que c'est prendre en considération ce sujet. Après, ça aussi, ça sera critiquable. C'est critiquable. Nous, on a déjà critiqué ce que faisait Libération. Parfois, il y a des choses très bien. Vous savez, c'est ce que fait Arrêt-sur-Image, ce que faisait il y a longtemps Arrêt-sur-Image sur France 5, du temps où Schneiderman était sur France 5. C'est ce que fait le site Arrêt-sur-Image. Il y a des choses très bien, puis il y a des choses parfois critiquables également. Moi, je trouverais aberrant qu'il y ait, j'allais dire, une organisation, une institution fact-checking officielle, comme ce qui est proposé, évidemment. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, chacun fait son site, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une institution qui fact-checkerait les informations. Ça, je trouve ça aberrant. Il n'y aurait pas d'institution, mais pour autant, est-ce que vous pouvez développer un petit peu la loi anti-fake news? Nous en dire deux mots, peut-être, si certaines personnes ignorent de quoi il s'agit. La loi anti-fake news, alors, qui pour l'instant n'est pas en application, hein, concrètement, mais l'idée c'est de dire, faire en sorte que quand il y a une fausse nouvelle qui est diffusée, alors sur les réseaux sociaux, mais ça peut être ailleurs que sur les réseaux sociaux, il faut la signaler et mettre en place des formes de coercition, de manière à ce que le média qui diffuse, alors le site qui diffuse cette information-là, soit condamné, soit à corriger, soit, pourquoi pas, à verser une amende, etc. Voilà. Mais après, concrètement, je ne peux pas en dire plus. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour votre enthousiasme et les apports de ce soir. Moi, je ne suis pas du tout dans la presse, je la lis comme tout le monde, en particulier sur l'iPhone. Il y a des choses qui m'ont interpellée, c'est les critères dont vous avez parlé, par exemple, statut des journalistes ou éventuellement indépendance vis-à-vis des actionnaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une autre, je suis du milieu sanitaire, je travaille dans les hôpitaux depuis 40 ans, est-ce qu'on pourrait envisager de créer une autre autorité de la presse avec les critères que vous donnez, comme nous, on nous les a demandés 100 fois, et qu'après on puisse dire, ce journal, il est comme les hôpitaux, quoi. On a la lettre A, B, C ou D. D, on ferme. C, il faut vite. D'ailleurs, on voit le bazar que c'est en ce moment. Plus on est accrédité, plus on est certifié, plus c'est la catastrophe. Je pose aussi des questions là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait envisager une haute autorité de la presse, avec des personnes comme vous,
qui donnerait des critères qui seraient applicables à tous les journaux. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça, parce que pour les hôpitaux, évidemment, je comprends le sens de faire ça pour les hôpitaux, c'est-à-dire, voilà, il est question de la vie humaine, de la santé, etc. L'information, c'est important, et moi, je pense que la seule façon de noter, si c'est ça dont on parle, de noter les médias, c'est de voir auprès des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Chacun est, à mon avis, assez grand, a assez de culture, enfin, pas forcément assez de culture, c'est pas ce que je veux dire, c'est voilà, chacun est assez mûr pour pouvoir. Oui, mais cette institution-là dont vous parlez, cette haute autorité, qui la nommerait, qui en serait membre, etc. Je pense que ça poserait des problèmes. Moi, par contre, là où on peut se trouver... Voilà, mais c'est là où on peut peut-être se retrouver. C'est non pas sur les critères de tel journal il est bien, tel journal il n'est pas bien, telle information elle est juste, telle information elle n'est pas juste. Ça serait plus sur une autre dimension, c'est sur une forme de centralisation, j'allais dire, de la production de l'information. Je ne dis pas de la production en amont du travail des journalistes, mais simplement de la production logistique de l'information. Pour faciliter la diffusion de l'information, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait plusieurs tuyaux qui diffusent de l'information? Quand je dis des tuyaux, c'est plusieurs messageries qui se concurrencent pour diffuser la presse, qu'il y ait plusieurs entités qui se fassent concurrence dans l'imprimerie, etc. On pourrait avoir une seule entreprise publique d'impression qui imprimerait un peu partout en France. On pourrait en fait centraliser tout ce qui est logistique, mais il me semble assez normal ensuite qu'en amont, l'information elle est produite par des journalistes. Je pense que la critique des médias elle est nécessaire, et c'est ça qui est nécessaire, c'est de faire de la critique des médias, de remettre en question ce que produisent les médias, la qualité, la véracité des informations, et que ce soit diffusé au plus grand nombre. Voilà. Oui. Oui, mais vous dites ABCD ou quelque chose comme ça. Oui. On va prendre. Voilà, après peut-être. Ouais. Il y a encore une question là. Bonsoir. C'est une remarque générale, mais je ne comprends pas très bien. Déjà, dans un premier temps, il me semble que vous opposez vraiment le journalisme de l'immédiateté au journalisme beaucoup plus posé de la presse écrite, et même peut-être... il y a une sorte d'opposition là, dans ce que j'ai entendu. Et puis, sur les critères ou sur l'évaluation, il m'a semblé qu'il y avait toujours eu des services publics de l'évaluation. Il me semble que je ne sais pas, il y a une commission de la concurrence et de la répression des fraudes, des choses comme ça, qui sont des organismes publics. Ça a l'air de fonctionner, parce que tout à l'heure, l'exemple que vous donniez du journaliste, enfin du reportage sur le site internet qui permettait de faire 50 € d'économie par an, c'est de la publicité. C'est pas du journalisme. Et ça, il faut que ce soit à un moment dit. Alors, est-ce que c'est le CSA qui s'en occupe? Je ne sais pas. Voilà, c'est... Oui. Sur le premier point, je pense qu'il y a une opposition de fait entre le journalisme de l'instant et le journalisme de l'analyse. Il y a une opposition de fait entre les reporters et les éditorialistes, pour faire simple, pour schématiser un peu plus. Et d'ailleurs, les éditorialistes, le poids du commentaire aujourd'hui a pris de la place sur le poids de l'enquête, sur la place de l'enquête. On a de plus en plus de commentaires, et Twitter en est, à mon avis, l'exemple le plus marquant. Twitter, c'est des commentaires. Ce ne sont que des commentaires. Ce n'est pas des enquêtes. On ne fait pas des enquêtes sur Twitter. Et la contrainte de Twitter, c'est qu'il faut faire court. C'est 140 signes. Enfin, je ne sais plus exactement. Voilà, 140 signes. Donc il faut faire court. On vous dit il faut faire court. Et
si vous regardez Twitter, si vous suivez un petit peu ce qui s'y dit, ça va vite en plus. On réagit, on surréagit, etc. Et on commente, on fait que du commentaire. Et si vous regardez, et nous ça nous intéresse à Acrimed, hein, on fait de la critique de ce qui est fait sur Twitter aussi, la plupart des journalistes ont un compte Twitter. Et la plupart des journalistes tweetent. Et donc la plupart des journalistes commentent, font du commentaire, vite et bref. Et pendant qu'ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas d'enquête, ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont pas... Donc le journalisme du court terme, c'est aussi du journalisme de commentaire, et ça prend du temps sur le journalisme de long terme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre. Il y a certains journalistes qui font des longues enquêtes, qui tweetent. Je ne sais pas si Denis Robert, il a un compte Twitter, certainement, et il doit tweeter, et peut-être que parfois il fait des longues enquêtes. C'est pas ça que je veux dire. Les deux ne sont pas incompatibles, mais moi je pense qu'il y a quand même une opposition entre le commentaire et l'enquête. Et la deuxième chose, oui, il y a le CSA qui, dans le cadre de l'audiovisuel, va intervenir, va taper sur les doigts, mais sans aucun moyen de coercition, même si l'histoire de TF1 est révélée, même si TF1 se fait taper sur les doigts, ça ne va rien changer. TF1 refera ça 6 mois plus tard. On a vu pas mal d'histoires avec l'émission de Cyril Hanouna sur... alors c'est C8, avant c'était Direct 8, maintenant c'est C8, touche pas à mon poste, où voilà, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas très glorieuses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bon, il se fait taper dessus par le CSA, mais il gagne tellement d'argent que ça n'a pas de sens. Et le paradoxe, c'est que c'est par l'argent que ça va toucher les médias. C'est-à-dire que les médias, ce n'est pas par éthique qu'ils vont se transformer, c'est parce qu'ils vont perdre de l'argent ou risquent de perdre de l'argent. Regardez l'affaire d'Éric Zemmour. Après avoir tenu les propos qu'il a tenus lors d'une conférence filmée sur LCI et diffusée sur LCI, et l'annonce du fait qu'il soit qu'il devienne animateur d'une émission sur CNews, qu'est-ce qui s'est passé? Certains annonceurs, certaines entreprises, certains annonceurs donc, ont décidé de ne plus passer de publicité sur CNews. Et donc, c'est le capital ici qui tape sur le capital. C'est une partie des entreprises. Alors, c'est pas non plus le grand capital, puisque c'est la Maïf, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le grand capital non plus. Mais qui a dit, on ne fera plus de publicité sur CNews. Parce que ce que fait Zemmour, c'est pas nous, on s'y reconnaît pas. Et d'autres le font un petit peu aussi. Et c'est comme ça que les médias vont changer. Certains médias vont peut-être changer par peur du capital, par peur de perdre de l'argent, c'est tout, pas par éthique. Et c'est là le vrai problème du journalisme. Vous savez, on a longtemps reproché à des musulmans de ne pas avoir dit « not in my name », vous savez, de ne pas avoir tweeté « not in my name » après les attentats contre Charlie Hebdo. Mais on pourrait dire à tous les journalistes qui travaillent à CNews ou qui travaillaient avant à RTL, pourquoi vous ne tweetez pas tous les jours « not in my name » après que Zemmour ait fait sa chronique dégueulasse sur tel ou tel sujet. Pourquoi, journaliste de France 2 pendant longtemps, quand François Langlais passait à la télévision dans le journal télé de David Pujadas et qu'il expliquait que la dette publique c'était pas bien, que le programme de Jean-Luc Mélenchon c'était le même que celui de Marine Le Pen, etc., quand il expliquait avec des graphiques tout ça, pourquoi tous les journalistes de France 2 n'ont pas tweeté « Not in my name » suite à François Langlais, suite à ses propos? Ben voilà, ça, ce sont des choses que l'on devrait mettre en perspective et que l'on devrait aussi mettre sur la table quand on parle du travail de journaliste. Tous les journalistes ne sont pas dans des situations aisées, les journalistes sont parfois dans des situations précaires, mais il faut savoir quel métier ils font et dans quel média ils travaillent. Et je vais juste terminer là-dessus, même si je me suis un peu éloigné de votre question. C'est pas du tout pour prendre la défense de ceux qui ont fait ça, mais vous avez vu que pendant les mouvements des Gilets jaunes, certains journalistes, notamment de BFM, se sont fait agresser dans des manifs ou dans des ronds-points par des Gilets jaunes. Qui se fait agresser? C'est souvent
un journaliste lambda, dont personne ici connaîtra son nom, parfois même un stagiaire, parfois un pigiste, il se fait agresser. Mais le gilet jaune, qui c'est qui vise? Il vise ce journaliste-là? Non, il vise celui, Rutel Krief, qui est en plateau, etc. Et quand on est journaliste à BFM, il va falloir se dire qu'en fait, on travaille pour BFM. Et donc, on travaille pour ce qui est fait par BFM. Je sais que c'est terrible de le dire et que moi, ma position, elle est aisée. Je suis enseignant à l'université, j'ai un revenu, je suis fonctionnaire. Voilà. Donc, c'est pas à moi de donner une leçon à un journaliste de BFM qui galère. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, à Crimed, on soutiendra s'il s'oppose à sa rédaction. Mais s'il ne s'oppose pas, il ne faudra pas s'étonner aussi qu'il y ait des conflits avec les adversaires, les adversaires de BFM, à savoir les représentants du mouvement social. Y a-t-il encore une question? Peut-être une toute dernière. Vous êtes enseignant dans les lycées, dans les collèges. Il y a de plus en plus de formation, d'éducation aux médias. Ça s'adresse au jeune public. Tout le monde, même les plus âgés, auraient besoin de ce type de formation. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est la solution justement pour enrayer les phénomènes de désinformation? C'est compliqué parce que moi j'enseigne à l'université. Quand je demande à des étudiants qui sont en Master 2, donc Bac plus 5, comment est-ce qu'ils s'informent, quel est leur média, quels sont leurs médias d'information principaux. Déjà, bon, et aucun ne lit la presse écrite, sur tous les étudiants, aucun ne lit la presse écrite. Mais parfois, alors ils ont des applications du Monde, etc., donc pourquoi pas. Mais ils me disent, pour l'essentiel, la source d'information principale, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une information, en fait, et c'est ce qui a changé, ce que je vous disais au départ, ce qui a modifié le fonctionnement des médias, c'est que depuis 10 ans, avec le fait de pouvoir avoir Internet tout le temps avec nous, où qu'on aille, on personnifie l'information. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, on a une information personnifiée. Sur Twitter, vous allez sélectionner les gens que vous voulez suivre. Sur Facebook, les médias que vous voulez suivre. Et encore, vous ne suivez pas forcément tous les médias. Vous allez suivre certains items dans les médias. Et puis, vous allez suivre les informations que vos amis vont vous transmettre. Je ne dis pas que c'était bien, je ne dis pas que c'était super. Je ne compare pas non plus. Simplement, quand dans les années 80, on avait des informations, même au début des années 90, il n'y avait pas Internet, etc. Quand les jeunes allaient le lendemain au collège ou au lycée, la veille au soir, ils avaient vu la même chose à la télé. Aujourd'hui, aucun de mes étudiants n'a vu la même chose à la télé. Et l'effet, c'est qu'il n'y a plus la culture populaire, ou il n'y a plus une culture commune. Alors parfois, oui, quand il y a une finale de Coupe du Monde, beaucoup l'ont vu, quand il y a des grands événements, des événements marquants, on ne peut pas ne pas être au courant. La culture populaire, oui. Non, mais ce que je veux dire, voilà, des informations communes partagées en même temps par tous. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations communes partagées en même temps par tous, avec cette information très personnalisée, très ciblée. Et pour revenir à ce que vous disiez, je suis allé, moi, dans des lycées, alors pas des collèges, faire ce qu'on appelle l'éducation aux médias, dans le cadre de certains de leurs cours. Et je vous avoue que je ne sais pas si je le referai, parce que j'en étais presque à dire, mais ce que fait Le Monde, c'est bien. Écoutez France Inter, parce que j'en suis à des situations où voilà, ces jeunes-là avec qui je discutais étaient très orientés sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Et donc avaient une information très personnalisée, justement, très personnifiée. Et le poids des écrans aujourd'hui dans la vie des jeunes collégiens, lycéens est tel que c'est très compliqué de leur dire d'en sortir pour aller voir une information diversifiée, etc., etc. C'était très compliqué, ne serait-ce que ça. Alors, si en plus je dois faire de la critique du journal Le Monde et de France Inter à eux qui ne savent même pas que ça existe, bon, je suis mal tombé, quoi.